Bonjour, bonjour à tous, bonjour Wafa. Alors, est-ce que ça va et est-ce que vous m'entendez? J'ai l'impression que normalement oui, le son est bon. Tout va bien en tout cas de mon côté. Je me dis que si, je n'ai pas de retour, c'est que tout va bien. Alors on va pouvoir peut-être, commencer ensemble. Heu, ouais, chouette. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. On se retrouve une nouvelle fois pour, donc un live sur le thème de la fatigue. C'est un thème qui nous concerne tous à un moment donné de notre vie et il faut savoir l'accompagner en naturopathie. Donc que vous soyez naturopathe, déjà installé, naturopathe en devenir ou bien tout simplement, voilà, des personnes qui s'intéressent aussi à leur santé ou à la naturopathie, vous êtes au bon endroit, donc ça c'est chouette. Alors n'hésitez pas à participer dans le chat, à faire un petit coucou, à dire d'où vous venez, comment ça va, justement votre relation à la fatigue, tout ça, ça m'intéresse bien évidemment. Et c'est vrai que c'est un thème qui est super intéressant parce qu'en fait, c'est quelque chose qui revient très souvent dans nos cabinets et il ne faut pas tomber dans le piège de bon bah voilà, tu es fatigué, alors bien on prend des vitamines ou de la spiruline ou des plantes pour dormir ou que sais-je. La fatigue, c'est un symptôme et vous savez qu'en naturopathie, on ne traite pas le symptôme, on accompagne la personne et on vient replacer ce symptôme, qui est finalement un message, dans le contexte de cette personne et surtout, on cherche la cause pour avoir un accompagnement personnalisé, mais aussi pertinent, bien évidemment. Donc on va chercher à savoir depuis combien de temps ça dure, à connaître l'hygiène de vie de la personne, ses prédispositions, et cetera. Donc on va voir aujourd'hui tout ce qui peut se cacher derrière ah bah, mon truc se lance tout seul, derrière cette problématique de fatigue. Bon, avant de commencer, je vais quand même peut-être me présenter rapidement pour, celles et ceux qui ne me connaissent pas. Donc je m'appelle Maëva Men, je suis naturopathe, iridologue et formatrice. J'interviens notamment chez Alter Medic Center qui m'accueille, aujourd'hui et je suis encore une fois absolument ravie d'être avec vous aujourd'hui et puis de pouvoir partager autour de ce thème, fondamental. Donc comme je vous l'ai dit, hein, en tout début, bah, je vous invite vraiment à participer sur le chat, à poser vos questions, à mettre des commentaires pour faire aussi de ce moment un moment vivant, un moment plein d'échanges, quelque chose de super chouette. Donc c'est vraiment votre moment, on peut en profiter. Et comme je vous le disais aussi, la problématique de la fatigue finalement nous touche plus ou moins directement en tant que naturopathe, soit parce que bien nous aussi nous sommes humains et évidemment on peut connaître la fatigue, soit parce que de toute façon on va accompagner des personnes qui souffrent de cette fatigue. Donc on va voir tout ça ensuite. Bonjour, bonjour. On va justement aborder les différentes causes. Vous pourrez me dire aussi si ça vous parle plus ou moins, et parce que finalement, on sait tous, hein, ce qu'est, la fatigue. Je sais pas moi, imaginez-vous, je sais pas si à quel point c'est difficile d'ailleurs, mais imaginez-vous après une longue journée bien remplie, vous avez enchaîné le travail, les courses, les activités des enfants, que sais-je, et vous vous sentez vidé de votre énergie. Eh bien bravo, vous avez connecté avec la fatigue. Ça peut être aussi après une nuit agitée avec, un bébé qui pleure, par exemple, ou après une nuit avec, un conjoint qui a ronflé toute la nuit ou qui a pris toute la place. Tout ça fait que quand vous vous levez le matin, eh bien, au lieu de vous sentir revigoré et prêt à affronter la journée, vous vous sentez comme si vous aviez couru un marathon, alors sans entraînement ou que sais-je, mais en tout cas quelque chose qui, voilà, qui a pompé véritablement dans cette énergie. Eh bien, certains peuvent ressentir cet état tout le temps ou presque tout le temps. Et en fait, c'est la fatigue chronique. Ça peut toucher tout le monde, peu importe l'âge, peu importe le genre, le statut social. Mais du coup, qu'est-ce que c'est que la fatigue exactement? Est-ce que c'est juste un manque de sommeil ou est-ce que c'est bien plus que cela? Eh bien, justement, c'est ce qu'on va découvrir ensemble aujourd'hui, puisque notre objectif va être d'explorer les différentes facettes de la fatigue et surtout de la fatigue chronique, ses causes, ses symptômes, bien sûr, hein, mais surtout comment on peut la combattre pour retrouver notre énergie et notre vitalité. Alors, il y a une fatigue, on pourrait dire, à laquelle on connecte très très facilement, qui est liée au manque de sommeil. On va commencer par celle-ci, on pourra se dire comme ça après, c'est fait, et on passera peut-être à des causes un petit peu plus sous-jacentes et qui nous permettent aussi justement d'axer nos accompagnements en fonction.
En fait, on a besoin, en moyenne, entre 7 heures à 9 heures de sommeil par nuit. Alors les différences étant, interindividuelles, bien évidemment. Et pourtant, selon une étude de Santé publique France, eh bien, les Français dorment en moyenne 6h42 chaque nuit, soit 1h30 de moins qu'au siècle dernier. Or, les heures qui sont entre guillemets «non dormies», elles vont constituer ce qu'on appelle une dette de sommeil et cette dette de sommeil va avoir des implications très importantes sur le bien-être et sur la santé. Tout ce qui va faire le lit aussi de nos maladies de civilisation, les pertes de mémoire, le brouillard mental, le surpoids, le dérèglement de l'appétit, le diabète, l'inflammation, tout ce qui va être en lien aussi avec justement la vitalité, la libido, avec une diminution de la libido, avec plus de vulnérabilité face au stress, avec de la fatigue, bien évidemment. Il y a des répercussions à des tas de niveaux qui sont hyper importantes à prendre en compte. Et on sait maintenant qu'il y a 444 gènes, rien que ça, qui vont avoir une régulation négative sous l'influence d'une dette de sommeil, à travers des mécanismes épigénétiques, puisque vous savez qu'au niveau génétique, rien n'est figé, génétiquement parlant. On va avoir des adaptations qui vont se faire au cours de notre vie, en fonction de notre hygiène de vie, et c'est ce qu'on appelle donc l'épigénétique. Et le sommeil, ou en tout cas le manque de sommeil, va avoir une incidence sur plus de 444 gènes. Donc énormément de mécanismes sont à prendre en compte pour avoir un sommeil de qualité. Et alors si vous avez une règle à retenir, c'est que le sommeil se prépare en journée. Et on ne dort jamais aussi bien que quand on est satisfait de sa journée, une journée qui a du sens, avec des activités qui ont du sens. Et c'est aussi hyper important de savoir alterner les phases d'activité et de repos dans la journée. Alors, vous voyez ici, par exemple, on a, je ne sais pas si vous voyez mon curseur par contre, mais on a un schéma avec notre système autonome, c'est-à-dire que notre système nerveux se divise en plusieurs branches. On va avoir le système nerveux volontaire, qui fait que voilà, là je peux m'agiter parce que j'ai décidé de m'agiter, c'est volontaire, mais en même temps j'ai un système nerveux autonome qui fait que par exemple je suis en train de digérer mon repas de ce midi, voilà, il est aussi en train de réguler ma pression artérielle, ma respiration, mon oxygénation, mes pH, etc. Et tout ça, je n'ai pas à y penser. Et en fait, ce système nerveux autonome, il intervient dans de multiples fonctions dont vous pouvez voir un petit résumé ici. Et il fonctionne de manière assez binaire. C'est soit on active le parasympathique, soit on active le sympathique ou l'orthosympathique. Il porte les deux noms. Donc c'est comme un interrupteur, soit l'un, soit l'autre. Quand on active le parasympathique, c'est là où on va se reposer, on va se régénérer. C'est lui qui est très fort pendant le sommeil, par exemple. Alors que l'orthosympathique, c'est celui qui va plutôt nous permettre de passer à l'action. Il y a un côté un petit peu plus dynamique. L'idée, c'est de réussir à trouver un équilibre entre ces deux. Alors, pas un équilibre électroencéphalogramme plat, c'est pas du tout ce que je veux dire, mais un équilibre, une alternance, en fait, entre les deux. Et c'est important pour favoriser cette alternance-là, et bien justement d'alterner les phases d'activité et de repos dans la journée. En fait, l'être humain, c'est un animal cyclique, j'ai envie de dire comme dans tout dans la nature, on fait aussi partie de la nature, et on a naturellement des alternances entre des phases actives et des phases de repos. C'est ce qui transparaît aussi dans le sommeil d'ailleurs, puisque alors le sommeil, c'est plutôt une phase de repos dans sa globalité, mais dans le sommeil, on va avoir des phases, par exemple, on va plutôt être en sommeil profond. Alors là, rien ne bouge, on pourrait dire c'est le repos total. Et par contre, on va avoir des phases un petit peu plus agitées, comme dans le sommeil paradoxal. Il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a quand même une certaine activité qu'on peut retrouver. Et bien, en fait, dans la journée, c'est la même chose. Alors là, ça va être dans le sens contraire, c'est-à-dire que normalement, dans la journée, on est plutôt actif, mais on va quand même avoir besoin de temps mort pour mieux pouvoir repartir ensuite. Et en respectant cette alternance, on va pouvoir harmoniser notre rythme biologique, ce qui favorise une meilleure régulation des hormones, comme par exemple la mélatonine et le cortisol, qui sont absolument essentiels pour un sommeil de qualité. Alors ici, en fait, vous les voyez en bleu et en orange-rose. Donc en bleu, on va avoir la mélatonine forme un pic notamment pour favoriser justement le sommeil la nuit, et puis le cortisol qui intervient normalement juste avant l'heure du lever naturel.
Et normalement, voilà, au moment où le jour commence à se lever aussi, c'est ce qui va nous donner l'énergie pour passer à l'action, pour commencer une nouvelle journée. Et ce sont des choses qu'on va pouvoir, retrouver finalement, hein, dans toute la loi, ce qu'on appelle aussi la loi du Tao, hein, où tout alterne et se complète. Et le fait d'intégrer cette idée d'alternance et de complétude va permettre de suivre le flux naturel des choses et de surfer dessus plutôt que d'aller contre. Le fait d'inclure des plages de repos dans la journée, en plus, ça va pouvoir participer à la baisse du taux de cortisol, qui est cette hormone qui intervient, entre autres, pour nous maintenir dans un état de stress chronique ou pour faire face. Alors en fait, vous voyez ici sur le schéma, on a un pic de cortisol qui est tout à fait naturel, c'est physiologique, c'est ce qui nous permet de nous lever le matin. Quand on est en stress chronique, le problème, c'est que ce taux de cortisol plafonne. Et en fait, il n'y a presque plus de pic. Alors c'est assez schématique, hein, ce que je vous propose, mais c'est pour que vous puissiez avoir une représentation assez simple. On va avoir un taux de cortisol qui plafonne tout le temps. Et du coup, à ce moment-là, on n'a plus ce pic qui nous permet de nous dynamiser et on n'aura plus non plus cette chute-là qui permet aussi à un moment donné de lâcher prise. Quand on est en stress chronique, on est toujours en état d'alerte et on ne lâche rien. Donc c'est très difficile justement de retrouver un sommeil réparateur. Et quand on crée des plages de repos dans la journée, eh bien, ça va nous permettre justement de regagner en énergie, de faire baisser aussi notamment ce stress chronique et ce cortisol. Et puis en plus, on va pouvoir repartir en étant beaucoup plus productif. Du coup, on est aussi beaucoup plus satisfait de sa journée. Et quand je vous dis que le sommeil se prépare en journée, notamment avec des journées qui ont du sens, des activités qui ont du sens, et quand on finit la journée, on est content de nous parce que voilà, on a réussi à mettre en place pas mal de choses, ça participe justement à ce bon sommeil. Alors, il y a un autre petit tips aussi, hein, qu'on peut mettre en place pour favoriser la régulation des rythmes circadiens, c'est la chrononutrition. C'est un point qui est hyper important. D'après la chrononutrition, on va plutôt manger léger le soir, par exemple, et c'est ce qui va favoriser aussi un sommeil de qualité. Alors, c'est pas que ça, la chrononutrition, on va sans doute y revenir aussi à d'autres moments parce que c'est impliqué dans d'autres facteurs de régulation. Mais en gros, on va avoir un petit déjeuner plutôt protéiné et gras, comme on peut le voir ici ou bien sur l'horloge, hein, aussi. C'est ce qui va permettre aussi d'apporter justement les protéines nécessaires à notre énergie, notamment la tyrosine qui va être le précurseur de neurotransmetteurs comme la dopamine, etc., ou même des hormones thyroïdiennes. Donc, ça va vraiment relancer le métabolisme, l'activité. Le déjeuner, eh bien, on va prendre plutôt un déjeuner complet. On peut s'offrir une petite collation, mais à ce moment-là, c'est ici qu'on va placer les produits sucrés. On va éviter le sucré le matin, surtout. On en reparlera tout à l'heure parce que c'est aussi une autre cause de fatigue. Et puis le soir, un repas plutôt léger, plutôt à tendance végétarienne, quoique ça dépend aussi de ce qu'on mange. Alors oui, Jean-Michel nous dit qu'on peut avoir des difficultés à manger léger le soir quand on travaille de nuit, en fait, ou bien en 3-8. En fait, c'est très alors c'est pour ça que justement la naturopathie permet d'avoir une approche complètement personnalisée. Il n'y a pas une règle qui est absolument valable pour tout le monde. Là, évidemment, je vous donne un petit peu les grandes lignes, mais c'est toujours important de pouvoir l'adapter à chacun, de pouvoir voir comment on peut inclure ça dans son rythme de vie. Et généralement, quand on travaille de nuit, alors la chrononutrition va être un petit peu modifié, c'est-à-dire qu'on va plutôt favoriser un repas important avant d'aller au travail pour éviter les grignotages nocturnes. Et par contre, le matin, c'est là où on aura le repas léger qui va permettre aussi d'aller se coucher et de mieux se régénérer. Mais le rythme à ce moment-là est décalé. Le cycle circadien est décalé. Et c'est voilà, c'est propulsé par ces contraintes de travail, ces contraintes professionnelles. Il m'arrive d'être épuisée après une nuit blanche avec les enfants et paradoxalement, je peine énormément à vraiment m'endormir le lendemain à l'heure de la sieste malgré la fatigue. Alors en fait, c'est justement par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que ça peut générer un état d'alerte, surtout, alors, je peux aussi rajouter ça. Quand on est réveillé la nuit, oh bah alors là, mes slides passent toutes seules, ça c'est le chapeau. Quand on est réveillé la nuit par des faits extérieurs, que ce soit par le conjoint, par les enfants, par les voisins, par que sais-je, des facteurs extérieurs, surtout quand c'est récurrent et surtout quand c'est avec les enfants, on se met un petit peu en état d'alerte, c'est-à-dire que forcément on va être très vigilant et cet état d'hypervigilance va être favorisé par le système sympathique. Du coup, quand on sent qu'à un moment donné on a une plage pour pouvoir dormir,
on n'y accède pas forcément d'une manière hyper confortable parce que justement on est en hypervigilance et à ce moment-là, alors il y a des petits exercices qui peuvent favoriser le passage au parasympathique et c'est ça qui va permettre aussi de reconnecter avec le repos et le sommeil. Il y a notamment des techniques respiratoires comme la cohérence cardiaque, on pourra aussi en reparler. Vous avez plein de guides respiratoires à disposition. Il y a des applications aussi qui proposent gratuitement des guides respiratoires avec, pour favoriser l'activation du parasympathique, des expirations souvent un petit peu plus longues que les inspirations et c'est ce qui va permettre de mieux lâcher. Donc il y a des petits tips comme ça, c'est pareil, c'est toujours des outils adaptés à chacun, il faut tester, il faut trouver ce qui vous parle le plus et ce que vous pouvez inclure dans le quotidien. Mais bon, souvent ça parle quand même d'un état d'hypervigilance. Ce qui fait que quand on est très stressé, même si on est épuisé, on peut avoir du mal à trouver le sommeil. Voilà. Alors, oui, je vais faire un petit zoom sur la sérotonine puisqu'on a parlé chrononutrition. Alors, dans la chrononutrition, l'avantage, c'est que les aliments apportés entre guillemets «au bon moment» vont favoriser la synthèse de neurotransmetteurs et hormones qui vont nous accompagner tout au long de la journée. C'est-à-dire qu'on va plutôt favoriser la synthèse de messagers vitalisants, dynamisants le matin ou en début de journée et la synthèse de messagers plutôt calmants, plutôt en lien avec la sérénité et le bien-être en fin de journée et ça va préparer le sommeil et parmi ces messagers, il y en a un qui est capital pour une bonne récupération, pour un bon sommeil, c'est la sérotonine. La sérotonine, c'est le précurseur de la mélatonine, qui est donc l'hormone du sommeil. Mais cette sérotonine, elle est fabriquée à partir d'une brique de construction qui s'appelle le tryptophane. Le tryptophane, en fait, c'est un acide aminé, c'est-à-dire quelque chose qu'on va retrouver dans les protéines. Vous savez que les protéines, on peut les visualiser comme un long collier de perles qui vont avoir une certaine forme dans l'espace, etc. C'est quelque chose qui est assez fascinant. Et ce long collier de perles est donc constitué de perles, évidemment. Chacune de ces perles correspond à un acide aminé. Et le tryptophane, eh bien, c'est une des perles qu'on peut retrouver sur le collier, par exemple, de la sérotonine, admettons. Je ne sais pas si ça vous permet de visualiser un petit peu mieux, mais en tout cas, ça veut dire qu'on a besoin de tryptophane pour favoriser la sécrétion de sérotonine. Par contre, il peut arriver que ce tryptophane soit dérivé, que du coup, on ne peut plus fabriquer la sérotonine à cause de cette dérivation-là. Et pourquoi le tryptophane va être dérivé de sa course, de son objectif? Eh bien, parce qu'il peut y avoir une inflammation intestinale. Dans ces cas-là, il va être dérivé vers une autre voie, qui est plutôt en plus pro-inflammatoire et pas forcément terrible pour tout ce qui est neuroinflammation, etc. Il peut aussi être dérivé quand on est trop exposé à différents polluants. Ce qui fait que le foie va avoir un besoin de détoxifier qui est majoré. Et pour détoxifier, il va avoir besoin de plein d'éléments différents, et notamment d'une vitamine qui est la vitamine B3. Quand il n'en a pas assez, il va en fabriquer à partir du tryptophane. Donc, en gros, quand on a des sensibilités digestives avec des inflammations au niveau de l'intestin, et ou que nous sommes trop soumis à des polluants, on peut avoir des petites chutes de sérotonine. Et quand la sérotonine est moins exprimée, forcément, on va aussi avoir un petit peu moins de mélatonine. Donc c'est ce qui peut générer des troubles du sommeil et ne vous étonnez pas si vous allez voir un naturopathe et qu'à la fin vous ressortez alors vous allez voir un naturopathe pour des troubles du sommeil ou voilà pour de la fatigue et à la fin vous ressortez avec des probiotiques par exemple. En fait, c'est totalement cohérent. C'est parce qu'on va justement voir aussi ce qui se passe au niveau de l'intestin et en régulant ce qui se passe au niveau de l'intestin, ça permet à la synthèse de la sérotonine de se faire correctement. Alors, Scarna nous dit: «J'ai des problèmes de reflux et j'ai des troubles du sommeil. Peut-être que c'est lié». Ça peut. Alors, c'est très difficile, de faire des liens là comme ça en juste 2 secondes et sans connaître, réellement la profondeur de l'être. Par contre, il peut y avoir en fait plusieurs causes justement en lien avec ces reflux. Alors je vais quand même expliquer parce que ça peut vous intéresser. Effectivement, il y a cette contrainte, qui fait qu'à un moment donné, ça peut favoriser des, inconforts, de la toux ou des inflammations. Bah oui, voilà, ces reflux me font tousser aussi car la gorge est irritée, c'est totalement ça. Donc forcément, le sommeil est moins bon. Très souvent, donc à creuser,
Très souvent, quand il y a des problèmes de reflux, ce n'est pas que l'estomac travaille trop et qu'il est en hyperacidité comme on pourrait le croire, c'est qu'au contraire, l'estomac a du mal à travailler et qu'il est plutôt en hypochloridrie. Ce qui fait que le bol alimentaire va stagner au niveau de l'estomac. Ça va générer des pressions sur l'estomac, des fermentations, et cetera, qui vont générer ces remontées qu'on va de toute façon trouver trop acides puisque l'œsophage n'est pas prévu pour avoir ces remontées-là. Donc on a cette sensation d'acidité, mais ça ne veut pas dire que c'est lié à trop d'acidité. Quand on a du mal à digérer, le sommeil n'est pas réparateur et on peut aussi avoir du mal à dormir. C'est pour ça qu'après, entre guillemets, un bon gueuleton ou voilà les fêtes, et cetera, on peut avoir du mal à trouver le sommeil parce que l'estomac est trop rempli. Et d'ailleurs, on parlait de tout à l'heure aussi, hein, de manger léger. C'est hyper important pour favoriser justement la régénération, la détox la nuit. Il y a énormément de choses qui se passent la nuit et qui vont favoriser ce mécanisme de récupération. Ensuite, si l'estomac ne digère pas suffisamment bien, très souvent, le résultat de digestion qu'on va retrouver au niveau de l'intestin n'est pas suffisamment digéré, ce qui peut favoriser en retour cette inflammation au niveau de l'intestin et on retrouve encore cette composante intestinale aussi. Alors ça, d'ailleurs, les sujets digestion, etc. Bon, c'est hyper large, hein. Ça, c'est pareil, on pourrait en parler pendant des heures, mais comme la fatigue, comme le sommeil, comme tout un tas de choses. Mais ça, c'est quelque chose qu'on pourra voir en live aussi, parce que c'est un super sujet et ça revient très, très, très souvent. Donc, c'est vraiment intéressant de pouvoir aborder ça ensemble. Alors, Wafa nous demande, est-ce que les médocs à base de mélatonine, au-delà d'un certain gramme, donc sur prescription, ont un effet négatif sur la sérotonine? Alors là, c'est pareil. J'ai envie de dire ça dépend et ça dépend dans quel cadre c'est conseillé. Bon, généralement, au-delà d'un certain gramme, comme tu le dis, c'est sur prescription médicale. Nous, on ne se met pas en travers d'une prescription médicale, bien évidemment. Donc, il faut voir aussi dans quel contexte c'est mis en place, etc. En règle générale, quand on apporte une hormone, quand on apporte un messager, surtout à haute dose, ça fait que le corps va fonctionner à l'écologie. C'est-à-dire que plus on va lui apporter, moins il va le synthétiser et plus il peut perdre l'habitude aussi. Donc pour nous, ce qui va être intéressant, c'est de voir pourquoi il y a ce besoin de mélatonine. C'est vraiment ça qui nous importe. Et alors là, les prescriptions de mélatonine, elles peuvent être liées à différents facteurs. Donc comme je vous dis, on n'a absolument pas à se mettre en travers d'une prescription médicale, mais en tout cas, ça peut être intéressant pour nous justement de voir quelle est cette cause. Si c'est entre guillemets juste un problème de sommeil, on va toujours voir ce qui se cache derrière aussi parce que les problèmes de sommeil sont extrêmement larges et il suffit pas seulement d'apporter de la mélatonine ou des plantes calmantes ou autres, hein, ça peut être lié à d'autres choses qu'il faut creuser et du coup ça nous permet aussi d'avoir un accompagnement un petit peu plus précis, quoi. Alors ça n'a pas forcément d'effet négatif sur la sérotonine en elle-même, je ne crois pas. Il faudra vérifier quand même, mais en tout cas, sur la transformation de la sérotonine en mélatonine, oui, et peut-être par effet rebond sur la sérotonine aussi, hein, effectivement. Donc voilà le petit zoom sur la sérotonine. J'espère que je réponds bien à la question. Faut pas hésiter à me dire si c'est pas clair. Ou même si ce que je raconte n'est pas clair, en règle générale, faut pas hésiter. On a parlé de l'inflammation au niveau de l'intestin. Ah non, je voulais vous dire autre chose aussi. Pardon. Je lis en même temps. Scarnat, je vais voir un gastro pour les remontées. J'espère qu'il pourra m'aider pour les reflux. Sinon, j'irai voir un naturopathe. En fait, très souvent, on va avoir des approches assez différentes, voire complémentaires. Ça peut être intéressant. Il y a un conseil qu'on donne toujours, c'est la première chose à faire, c'est la mastication. Vraiment. L'estomac ne peut pas bien se porter si on ne mastique pas. Ou alors, il peut bien se porter, mais ça va durer qu'un temps. Donc, vraiment, la mastication, c'est hyper important. Le fait de manger dans le calme pour justement activer ce parasympathique. Parce que c'est quand on est sur ce parasympathique qu'on peut digérer. Sinon, ça ne marche pas. Et si on est en état d'alerte ou de stress, eh bien, l'estomac ne va pas être, entre guillemets, nourri suffisamment pour pouvoir justement bien digérer. Voilà. Mais je pense qu'on fera un live sur la digestion.
parce qu'il y a énormément de questions par rapport à ça. Donc, faut pas hésiter à mettre sur la petite page Facebook du centre de formation naturopathe en herbe. Vous avez chaque mois un sondage qui vous permet aussi soit de voter pour des sujets qui sont proposés, soit de proposer vous-même des sujets. Donc, ça pourrait être hyper intéressant justement de voir ça. Et le petit mot que je voulais vous dire par rapport à la mélatonine, en fait, c'est aussi son lien avec la lumière. On sait déjà que le fait de s'exposer aux écrans, notamment le soir, va entraver la synthèse de mélatonine. Par contre, le fait de s'exposer à la lumière dans la journée va favoriser la synthèse de mélatonine. Donc, cette alternance lumière-obscurité, elle est hyper importante justement pour pouvoir garder un rythme circadien qui soit bien adapté. Même en hiver, c'est important de pouvoir sortir dehors, prendre l'air et surtout le matin et le midi pour justement capter cette lumière-là. C'est vraiment trop important. C'est pour ça que parfois en hiver, on peut se sentir toujours un peu à plat. Alors, c'est-à-dire que le sommeil est moins bon et en journée, eh bien, c'est comme si on dormait toute la journée. C'est parce que justement, on n'a pas ce pic de mélatonine qui est lié à la luminosité à laquelle on s'expose ou non. Et donc, on est toujours sur quelque chose d'assez plat au final. Hein. Ça fait comme notre cortisol en stress chronique. Bah là, la mélatonine, elle va rester ici. Alors, je ne sais pas si vous voyez mon curseur, mais j'espère. La mélatonine, elle va rester un petit peu au ras des pâquerettes, mais aussi bien le jour que la nuit. Il y aura plus ce pic-là qui nous permet d'avoir un sommeil de qualité. Et en hiver, il y a plusieurs processus métaboliques en plus qui nous amènent un petit peu à nous poser et du coup, on peut se sentir fatigué. Tout le métabolisme ralentit, le fonctionnement thyroïdien ralentit aussi. Donc, c'est normalement un moment pour hiberner et pourtant, c'est souvent le moment qu'on choisit pour être de plus en plus actif parce qu'on préfère prendre nos vacances en été, etc. Donc, c'est aussi quelque chose qu'on peut prendre en compte. Alors pour revenir sur l'inflammation, j'en ai déjà parlé un tout petit peu par rapport à ce qui se passe dans l'intestin, au fait que le tryptophane du coup ne va plus être utilisé pour synthétiser la sérotonine mais pour autre chose. Et là, on va plutôt parler de l'inflammation en général. Parce que quand le corps détecte une menace, comme une infection ou une blessure, il va déclencher une réponse immunitaire qui inclut l'inflammation. Je fais une petite pause car je vois qu'Aurélie nous dit certains messages restent affichés. Tout à fait. Et je ne les affiche pas, donc je ne sais pas comment les enlever. Donc, je ne sais pas faire. Là, c'est pas moi qui gère ça. Donc, j'imagine que ça va être vu. Mais oui, c'est vrai que ça entrave un petit peu en plus la lecture du diapo. Si je mets comme ça, vous avez la slide entière en attendant que les messages soient mieux, entre guillemets, canalisés. On peut faire comme ça pour l'instant. Comme ça vous permet au moins d'avoir la diapo. Alors, elle est peut-être en plus petit, mais il ne faut pas hésiter à me dire si c'est gênant. Sinon, je remets comme c'était. Donc, on parlait de l'inflammation, qui est finalement une réponse normale du système immunitaire pour combattre les agents pathogènes, pour combattre tout ce qui fait que le corps se sent agressé et pour favoriser la guérison aussi. Le problème, c'est que parfois, ce sont nos propres modes de vie qui vont agresser nos organismes, ce qui va, entre guillemets, réveiller notre système immunitaire. Et pourtant, le problème, en fait, c'est que pendant cette inflammation-là, le corps va libérer des substances, des messagers aussi, qu'on appelle des cytokines, et notamment des cytokines pro-inflammatoires, qui peuvent finalement mettre un petit peu de bazar. Et elles peuvent traverser, par exemple, la barrière cérébrale, affecter aussi les fonctionnements cognitifs. On peut arriver à des choses telles que la neuroinflammation, des choses comme ça. Et ça peut entraver le fonctionnement les fonctionnements normaux des neurones, par exemple. C'est aussi pour cette raison que souvent, les maladies inflammatoires ou les maladies auto-immunes vont être associées à de la fatigue chronique parce qu'il y a cette inflammation-là qui vient épuiser et qui vient en même temps un petit peu générer tout ce brouillard au niveau cérébral. Et l'inflammation peut aussi entraver le sommeil, alors pour différentes raisons, parce que forcément le corps sera toujours un petit peu en état d'alerte puisqu'il est toujours en train de se défendre contre quelque chose. Donc on aura une moins bonne récupération. On peut aussi avoir des douleurs liées à l'inflammation. On peut aussi avoir, comme on l'a vu tout de suite, une dérivation du tryptophane à cause de cette inflammation.
Alors pour repérer ce type de fatigue, très souvent, on va avoir d'autres signes associés comme des douleurs musculaires ou des douleurs articulaires ou les 2. Un sommeil qui n'est pas réparateur avec, ce besoin de se dérouiller le matin. On peut avoir des douleurs, des engourdissements, notamment le matin et donc ce besoin un petit peu de, toucher les articulations, de faire quelques étirements et cetera. On peut aussi avoir des maux de tête ou du brouillard mental, mais ça peut aussi être attribué à d'autres types de fatigue. Il y a quand même très souvent cette sensation d'engourdissement, de malaise en fait, hein, dans le corps, quoi, qui fait qu'on serait plutôt sur une inflammation, avec justement la facilité à peut-être développer aussi d'autres troubles inflammatoires. Alors, dans la même veine, je voulais vous parler aussi de la fatigue liée aux infections froides ou aux réactivations virales. Ah super! Voilà. Hem, En fait, qui finalement va générer un petit peu la même chose que quand on est touché par une infection, tout court. Mais je vais quand même vous expliquer ce que c'est que ce truc-là, parce que quand on voit infection froide et réactivation, alors virale ou non, hein, d'ailleurs, mais on se dit: «Mais qu'est-ce que c'est que ce truc?» Eh bien, en fait, ça va concerner certaines personnes qui ont été touchées par certains types d'agents pathogènes. Ça peut être des virus, des bactéries, des champignons, des parasites et qui peuvent générer beaucoup de fatigue, même à distance de l'infection, parfois même plusieurs années après l'infection. Donc on les appelle infections froides parce que, ce sont des pathogènes qui vont rester dans le corps et qui peuvent être réactivés en cas de stress ou de dépression immunitaire. C'est ce qu'on retrouve par exemple avec l'herpès. Généralement, c'est quelque chose qu'on connaît assez bien, mais on va retrouver aussi d'autres infections froides comme par exemple le CMV ou le BV qui est l'Epstein-Barr virus, qui est responsable de la mononucléose. On a aussi beaucoup entendu parler de la maladie de Lyme ou encore du paludisme, de la candidose, et cetera. Alors pour la candidose, on peut faire un petit zoom aussi puisqu'en fait, dans les candidoses, alors ça c'est pareil, on pourra aussi en reparler, vraiment de manière beaucoup plus précise et appropriée. Mais c'est quelque chose qui souvent a lieu quand même au niveau de l'intestin, en tout cas qui prend sa source au niveau de l'intestin et qui va toucher cet axe intestin-cerveau, qui va aussi favoriser la libération de toxines dans l'organisme et à travers cet axe intestin-cerveau et qui peut générer énormément de brouillard mental et une grosse sensation de fatigue. On peut aussi en plus avoir des défauts d'assimilation qui font qu'on n'arrive même pas à retrouver de la vitalité à travers les nutriments qu'on ingère, et cetera. Donc il y a aussi tout un contexte, tout un tas de choses en fait qui vont favoriser ce sentiment de fatigue. Et il y a aussi une toxine du candida qui est assez coquine, qui va prendre la place d'un élément dans la mitochondrie et qui va entraver la fabrication d'énergie. Alors juste pour rappel, notre corps est constitué de cellules. Bon, c'est pas un scoop. Jusque-là, je pense que ça va, j'ai encore tout le monde avec moi. Dans presque toutes nos cellules, nous avons des petites organites, des petites centrales. C'est très résumé de dire centrales parce qu'elles interviennent dans énormément de choses, que sont les mitochondries. Et c'est grâce à elles qu'on fabrique notre énergie à travers un cycle compliqué qui s'appelle le cycle de Krebs et qui fait que des éléments vont être transformés, etc., jusqu'à produire de l'énergie. C'est ce qui fait que là, je peux bouger, je peux parler, c'est grâce à mes mitochondries. Merci mes mitochondries. Mais ce qui se passe quand on est atteint de candidose, c'est que justement certains éléments peuvent venir dans les rouages de cette mitochondrie et l'empêcher de fabriquer son énergie. Donc, finalement, favoriser ce sentiment de fatigue chronique. Donc, les conseils en termes de candidose, ils sont hyper variés. C'est vraiment à adapter aussi à chacun. Ça va être très difficile pour moi de vous faire voilà, une recette miracle parce que c'est vraiment pas le but et ça n'existe pas hein, de toute façon. Mais en tout cas, c'est intéressant de l'avoir aussi en tête et d'aller chercher ça si jamais. En tout cas, dans les grandes lignes, on va toujours chercher à restaurer l'équilibre digestif et puis à assainir si besoin, en agissant, ça peut être sur les biofilms, puisque le candida albicans va fabriquer des espèces de réseaux comme des toiles d'araignée qui peuvent être assez denses. C'est un petit peu pour visualiser hein, ce que j'exprime, hein, d'accord? C'est très schématique, et qu'on appelle des biofilms, en fait, hein, qui vont leur permettre à la fois de se protéger, mais aussi de communiquer, de s'envoyer des nutriments, même avec d'autres bactéries, etc.
Donc c'est assez complexe et ça peut être aussi intéressant d'avoir des outils pour justement venir réaliser, ces biofilms. On peut aussi s'aider d'outils phyto, bien évidemment, hein, qui vont favoriser ce retour à l'équilibre, qui vont favoriser la digestion aussi, rien que ça, par exemple. Et pour ma part, en tout cas, je trouve que les accompagnements doux fonctionnent et ils sont beaucoup plus faciles à suivre. Ils sont aussi beaucoup moins stressants, et ils sont efficaces. Donc il n'y a pas forcément besoin d'aller, tout de suite avec un régime d'éviction, pourtant, d'aliments qui sont hyper intéressants pour la santé. Alors pas toujours, hein, il y a des aliments qui le sont beaucoup moins, mais quand on a des propositions d'éviction comme ça, quand on touche à des aliments de santé, c'est toujours un petit peu délicat. Ou bien d'utiliser des huiles essentielles tout de suite, ça peut être finalement un peu compliqué parce que on peut générer des réactions inflammatoires qu'on appelle la réaction d'Alzheimer. Alors on s'en fiche un petit peu du nom, mais quand on attaque frontalement le candidat, il va finalement, en se détruisant, libérer énormément de toxines qui peuvent passer dans l'organisme et qui peuvent dépasser les capacités de l'organisme à détoxifier. Ce qui fait qu'on peut avoir des symptômes inflammatoires à distance, notamment des douleurs articulaires ou musculaires, ou bien des roches cutanées, des boutons, des choses comme ça qui sont très désagréables. Alors, comment lutter contre la candidose? Eh bien, justement, c'est juste ce que je viens de dire dans les très, très grandes lignes, parce que c'est aussi à individualiser en règle générale. Et Jean-Michel nous dit: «Est-ce que cela peut avoir une relation ou un lien avec les diathèses homéopathiques? En quelque sorte, un souvenir transgénérationnel?» Alors là, on va beaucoup plus loin. De toute façon, chaque symptôme est vraiment à mettre en lien avec l'univers de la personne. Donc son univers, j'ai envie de dire, personnel, en lien aussi avec son quotidien. Et oui, ça peut être en lien évidemment avec son terrain. Et là, on touche complètement aux diathèses homéopathiques. Et puis, tout ce qui est en lien avec le transgénérationnel, ça peut être aussi intéressant d'aller creuser. C'est pas ce que je conseille souvent dans le premier accompagnement, quoi. L'idée, c'est vraiment d'aller aussi à ce qui se passe, de garder toujours ce lien entre matière et subtil, parce que le corps et l'esprit sont clairement imbriqués, et donc ça nous permet vraiment d'avoir une approche globale. Et souvent, on a des réponses juste devant notre nez, sans forcément avoir besoin d'aller creuser. Bon, ça va être plutôt dans des cas très spécifiques, donc c'est difficile de répondre à cette question-là, ici en tout cas, sur ce live-là. Pour le BV, alors je vous ai mis aussi en petite image l'extrait d'un article scientifique qui justement montre ce lien entre l'Epstein-Barr virus et le syndrome de fatigue chronique. Là, dans ce cas-là, par exemple, on va avoir une approche un petit peu différente. On va plutôt agir directement sur l'immunité, entre guillemets, antivirale. On va éviter tout ce qui vient favoriser la réactivation virale, tout ce qui va être lié au stress, à la fatigue en règle générale. C'est un peu le serpent qui se mord la queue, quoi, hein. C'est-à-dire que plus on est fatigué, plus on va favoriser la réactivation virale. Plus la réactivation virale se fait, plus on va être fatigué. Donc l'idée, c'est d'enrayer ces cercles vicieux, tout ce qui va être en lien avec la dépression du système immunitaire, etc. Alors il y a des plantes antivirales aussi, hein, qui sont très intéressantes, comme le sureau, le cyprès, etc., qui peuvent être utilisées en parallèle avec d'autres choses et en fonction de chaque personne. Donc c'est pour ça que c'est très délicat de donner une ligne directrice qui soit valable pour tout le monde. Il y a la micro-immunothérapie aussi qui est très intéressante pour ce type de problématique, pour les infections froides et les réactivations virales. Ah, la fatigue liée à la thyroïde. J'espère que ça va pour les réactivations virales, parce que je suis allée un petit peu vite dessus. C'est un gros sujet aussi. En fait, la fatigue, ça aborde vraiment que des gros sujets. Donc, on est obligé de passer un petit peu plus rapidement dessus. Mais comme je vous dis, si vraiment vous voulez qu'on aille aussi un peu plus loin à un moment donné dans le détail, n'hésitez pas à proposer ces lives-là et on pourra faire un live candidose, un live digestion, que sais-je, un live infection froide. Enfin voilà, vraiment des choses très ciblées. Ça nous permettra d'aller beaucoup plus dans le détail et comme ça, vous aurez vraiment beaucoup plus de réponses aussi à vos questions, quoi. Ça va, on va regarder le replay, nous dit Jean-Michel. Super, parfait. Alors la fatigue thyroïdienne, celle-ci, elle est vraiment à garder en tête aussi, parce que c'est quelque chose qui est beaucoup plus courant qu'on ne le pense. Qui est souvent vécu, alors chez la femme, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup plus facilement, chez la femme, et notamment chez la femme qui a déjà eu des enfants ou bien qui est autour de la ménopause.
On peut déclencher une fatigue thyroïdienne à ce moment-là et elle va se manifester par de différentes manières, principalement par une fatigue matinale. Alors ça, c'est vraiment la fatigue du réveil, on n'arrive pas à sortir du lit, on n'arrive pas à décoller, ou alors au repos, voilà, on se pose et puis là, c'est très, très difficile de repartir. Et bien ça, c'est assez typique justement de la fatigue thyroïdienne parce qu'en fait, dans ces cas-là, la circulation du sang va être ralentie, les muscles et le cerveau vont être aussi moins oxygénés, moins alimentés en nutriments et donc on va avoir moins d'énergie. C'est vraiment une fatigue, des fois c'est le manque de starter quoi, la fatigue thyroïdienne. C'est-à-dire qu'on n'a pas l'énergie pour se lancer dans l'action. Quelqu'un qui a une fatigue thyroïdienne, qui est sur le canapé et qui doit aller prendre sa douche, c'est l'enfer. Ça va lui demander beaucoup d'efforts. Ça va être la même chose pour, aller marcher ou faire la vaisselle ou que sais-je, se lancer dans une activité en fait, hein. Et par contre, une fois que cette personne a commencé son activité, là, ça va mieux. Donc, on peut dire que la fatigue thyroïdienne va être améliorée par l'activité, ou en tout cas que la personne qui souffre de cette fatigue-là va être améliorée par l'activité, par la mise en mouvement. C'est vraiment le premier pas qui est le plus difficile. Alors, il y a d'autres symptômes qui viennent parler d'une thyroïde un petit peu fatiguée. On va avoir notamment la prise de poids ou une résistance à la perte de poids. On va avoir la frilosité, un ralentissement général du métabolisme qui peut aussi se manifester par de la constipation, par exemple, par une peau un peu plus sèche, par des cheveux qui paraissent d'un peu moins bonne qualité ou une chute de cheveux. Ça peut être aussi en lien avec la difficulté à concevoir un enfant, etc. Alors là, il y a énormément de pistes d'amélioration à prendre en compte. Je vous ai parlé du mouvement, par exemple, qui va permettre justement d'accélérer la circulation et de rompre le cercle vicieux. Finalement, moins on en fait, moins on a envie d'en faire. Et ça permet vraiment de relancer, parce qu'à chaque fois qu'on relance quelqu'un qui a une fatigue thyroïdienne, l'état s'améliore. Au niveau de l'alimentation, on peut aussi, encore une fois, proposer la chrononutrition avec un petit déjeuner plutôt protéiné. Alors, j'ai tendance à proposer, bon ça c'est pareil, ça se négocie, je ne veux pas entendre des cris dans le chat, ce sont des choses qui se négocient. Mais en tout cas, le petit déjeuner idéal pour soutenir une thyroïde, ça va être un ou deux, pourquoi pas, un œuf coq avec des mouillettes, un vrai pain, un bon pain au levain, avec des mouillettes donc au tartare d'algues et des petites graines germées. Alors là, vous avez tout ce qu'il faut pour un super déjeuner thyroïdien. Je sais que certains, parfois, quand je parle de ça, crient aux abois, mais en tout cas, ça apporte vraiment justement la tyrosine, l'iode, etc. Oh, j'aurais aussi pu vous proposer une petite assiette d'huîtres au petit déjeuner, mais je me suis dit que j'allais vous perdre, donc on va peut-être éviter. Mais en tout cas, tout ça, c'est des choses qui peuvent se négocier aussi. Je sais qu'il y a des personnes qui ont du mal déjà rien qu'avec l'idée du salé le matin. Ça nous dit Burke, bah ouais. Après, c'est une habitude à prendre aussi. Donc voilà, mais on peut de toute façon trouver des stratégies pour chacun. C'est pour ça que je vous dis, la naturopathie, c'est vraiment une approche personnalisée. Il n'y a pas une règle qui est valable pour tous. Et l'idée, c'est de réussir à trouver un consensus, quelque chose qui fait que, ben voilà, on peut mettre des choses en place dans le quotidien. Parce que sinon, ça le fait pas. Et puis voilà, ça peut pas être viable sur la durée. Donc, je vous ai parlé du petit déjeuner protéiné. On va faire de toute façon attention aux micronutriments aussi, notamment le taux en vitamine D, le taux de fer, le taux d'iode, etc. Et l'iode dans l'assiette, qui va être aussi hyper intéressant, notamment grâce au tartare d'algues, mais aussi finalement par tout ce qui vient de la mer. On peut demander au médecin de réaliser des dosages sanguins. C'est ce qui va nous permettre justement de déterminer d'où vient le problème. Est-ce que c'est plutôt au niveau de la synthèse? Est-ce que c'est plutôt au niveau de la conversion? Est-ce que c'est plutôt au niveau de la réception cellulaire? Alors là, c'est un petit peu plus spécifique. Ça, c'est pareil, ce sont des choses dont on pourra parler à l'occasion sur des lives spéciales thyroïde, par exemple, parce qu'il y a énormément de choses à dire. Et c'est vrai que même si, évidemment, nous ne sommes pas médecins et nous ne faisons pas de prescription médicale ni quoi que ce soit, normalement, on ne demande pas de bilan, on peut jeter un œil dessus. Et c'est vrai qu'on va avoir un niveau d'exigence qui peut être un petit peu supérieur parce que nous, finalement, la maladie, ça ne nous intéresse pas. On s'intéresse vraiment à la santé. Et donc, on va avoir des critères d'exigence qui sont un petit peu plus forts. Donc, les bilans, ils peuvent nous donner des indications vraiment intéressantes. En tout cas,
quand on les adapte à nos propres normes, parce que les normes labo ne vont pas nous suffire. Donc il ne faut pas hésiter justement à aller creuser un petit peu plus de ce côté-là. On fera aussi évidemment attention aux perturbateurs endocriniens. Alors juste un petit mot là-dessus, les perturbateurs endocriniens, on peut les trouver, un peu partout évidemment, notamment dans les cosmétiques, les produits d'entretien, mais aussi, alors ça c'est des choses auxquelles on pense moins, dans l'eau du robinet avec le chlore, dans les piscines avec le chlore, et aussi avec tout finalement ce qui va être neuf, les meubles neufs, les tapis neufs, les canapés neufs, les matelas neufs, et cetera. Parce qu'en fait dessus vont être mis des produits qui vont servir de retardateurs de flamme et qui sont très volatiles, qu'on va inspirer et qui vont prendre la place de l'iode dans notre corps, tout comme le chlore par exemple. Donc, ce sont des perturbateurs endocriniens et ils viennent freiner le fonctionnement de la thyroïde. Alors après, il y a aussi des plantes qui peuvent permettre d'optimiser le fonctionnement de la thyroïde. Je pense au gugule, au coléus, qui sont des plantes assez régulatrices. Le schizandra aussi, qui peut être très intéressant, mais plutôt pour convertir les hormones thyroïdiennes. Enfin bref, l'idée c'est toujours, de toute façon en phyto, c'est encore une fois de trouver la plante adaptée à la personne et pas aux symptômes. Donc les choix peuvent être divers et variés. Mais la fatigue thyroïdienne, elle est vraiment à prendre en compte. Donc c'est pareil, si jamais il y a des naturopathes ou futurs naturopathes parmi vous, n'hésitez pas à poser la question. Quand est-ce que vous vous sentez fatigué? Comment ça se manifeste? Est-ce qu'il y a des symptômes à côté, etc. Et vous verrez que ça vous permettra justement de donner les meilleurs conseils et de pouvoir les adapter en fonction de ces différents types de fatigue. Ah, la fatigue postprandiale. Bon, celle-ci survient après un repas, j'allais dire de fête, mais pas forcément. Et elle peut être liée à différentes choses. Elle peut être liée à des intolérances alimentaires, elle peut être liée à des allergies alimentaires. Alors là, on va avoir des symptômes associés, hein, évidemment, à des aliments qui ne conviennent pas à l'organisme, ou tout simplement à des capacités digestives qui vont être dépassées par l'assiette. Zach nous dit normal, il faut manger léger et pas trop sucré le midi. Oui, en fait, en règle générale, il ne faudrait jamais dépasser nos capacités digestives. Parce que pour avoir une digestion équilibrée, là je parle juste des quantités, je parle même pas de la qualité de l'alimentation, on va avoir besoin d'apporter une certaine quantité. Mais il faut que cette quantité soit raisonnable et qu'elle ne dépasse pas notre capacité à digérer. Si jamais à la base, on a une petite capacité digestive, parce qu'on n'est pas tous égaux face à la digestion, il y a des personnes qui ont une capacité digestive qui est extraordinaire, ils peuvent s'enfiler tout plein de choses et ils digèrent très bien. Alors ça ne dure pas forcément très longtemps à l'échelle de la vie, mais en tout cas, voilà, ça a eu le mérite d'exister à un moment donné. Et il y a des personnes qui sont de tout petits mangeurs et qui vont développer des inconforts très très facilement et ils ne peuvent pas trop se remplir, entre guillemets. Donc l'idée, c'est de trouver justement ce juste milieu entre la quantité d'aliments et nos capacités digestives. Et parfois, on peut avoir besoin de stimuler un petit peu ces capacités digestives. En tout cas, quand on a déjà adapté la quantité dans l'assiette. L'idée, c'est de ne pas faire en sorte de manger en excès. Là, il n'y a pas d'intérêt. Ça peut être ponctuel à la limite, mais il n'y a pas d'intérêt pour la santé sur le long terme, quoi. Donc, quand on a nos capacités digestives qui sont dépassées, quoi qu'il arrive, eh bien, forcément, on va être fatigué puisqu'on va avoir besoin d'énergie pour digérer. Alors que normalement, c'est la digestion qui doit nous apporter de l'énergie. Donc, pour digérer, on va avoir besoin d'un système digestif qui soit fonctionnel. Et pourtant, la digestion, elle peut être ralentie à plusieurs niveaux. Et ça revient aussi un petit peu à ce que je disais tout à l'heure. On va aller voir du côté de la bouche déjà. Est-ce que le travail dans la bouche est bien réalisé? Parce que nous ne sommes pas un sac qu'on remplit. La digestion, elle commence vraiment ici. Et donc, c'est important de bien mâcher et de bien se sentir salivé. Si l'un de ces deux facteurs manque, la digestion ne pourra malheureusement pas se faire de manière optimale. On va voir après du côté de l'estomac. Donc, est-ce qu'il y a du reflux, justement? Est-ce qu'il y a une hypochloridrie? Et donc, comme je vous disais tout à l'heure aussi, attention à ne pas confondre hypo et hyper. Souvent, on a la sensation qu'on est en hyperchloridrie parce qu'on sent l'acidité qui remonte. Mais en fait, c'est plutôt souvent un ralentissement digestif qui fait que ça stagne et que ça remonte. Et que de toute façon, on sentira l'acidité. On va aussi aller voir du côté du pancréas.
Est-ce qu'on est alors en insuffisance pancréatique, pas forcément, mais est-ce que le pancréas fonctionne bien? Est-ce qu'on digère bien les protéines? Est-ce qu'on digère bien les graisses? En sachant que pour digérer les protéines, on a aussi besoin de l'estomac, par exemple. C'est pour ça qu'en naturopathie, on s'intéresse beaucoup à la digestion, au transit, aux sels, à leur aspect, au gaz, voilà, si c'est bruyant, si c'est odorant, et cetera. Parce qu'en fait, ça va nous donner des indications sur chaque étape de la digestion et c'est ce qui va nous permettre justement de savoir où ça coince, de savoir quoi relancer, quoi soulager. Et puis évidemment, on va aussi penser au foie qui est souvent surchargé par trop d'aliments transformés, par des aliments trop gras, surtout les acides gras saturés ou des graisses trans, parce qu'on a besoin de gras évidemment, mais tous les gras ne sont pas forcément bons pour la santé. Alors là, c'est pareil, hein, il y a plusieurs pistes d'amélioration pour éviter cette fatigue post-prandiale. Zach nous a donné une piste. On va aussi penser aux aliments bruts. On va essayer de supprimer le plus possible, le transformer, de le remplacer par des aliments bruts. On va, si c'est possible et adapté, réduire les quantités. On estime qu'on pourrait quand même réduire d'un tiers l'assiette de la majorité de la population. Alors, je parle de la population occidentale, évidemment. Mais évidemment, ça va être à vérifier chez chacun. On peut aussi proposer de simplifier l'assiette en mettant en place un mode alimentaire dissocié où on va, alors là je vais la faire très très simple aussi, hein, très très courte, mais on peut associer par exemple les féculents aux légumes ou les protéines aux légumes. Et ça permet de soulager les organes digestifs au moins dans un premier temps. C'est pas forcément quelque chose qu'on va garder sur la durée, mais en tout cas, ça permet de soulager les organes digestifs, de ne pas mélanger féculents et protéines, qui demandent énormément de ressources digestives. La mastication, j'en ai déjà parlé. Je pourrais vous faire un live complet sur la mastication sans problème. Il y a trop de choses à dire. Mais c'est vraiment hyper important de bien mâcher. Et puis, si vraiment on a besoin d'un coup de pouce, on peut aussi utiliser des enzymes pancréatiques, par exemple, ou des soutiens de la digestion avec des plantes digestives comme la gentiane, le pissenlit, les plantes amères, en fait, en général, le chardon-marie, des choses comme ça. Alors, Wafa nous demande comment on sait que le pancréas fonctionne mal. Très souvent, quand le pancréas fonctionne mal, on va avoir des difficultés à digérer les graisses. J'ai envie de dire, je pense que c'est le premier signe qu'on va observer. On peut aussi avoir du mal à digérer les protéines. Et en fait, ça va se voir notamment au niveau des selles qui peuvent être un peu plus collantes, un peu plus flottantes aussi, parce que justement, elles vont être un petit peu déséquilibrées en termes de composition. Et les selles qui laissent des traces, généralement, alors c'est pas que ça, hein, évidemment, mais en tout cas, quand la digestion des graisses se fait mal, ça peut aussi donner lieu à des douleurs digestives, donner lieu à ce qu'on appelle des stéatorées. Et c'est vraiment en lien avec cette faible capacité digestive-là. Voilà. De toute façon, quand finalement on lève tous ces blocages-là, on sent qu'après, même au niveau intestinal, ça va mieux. On a une échelle qui s'appelle, ça on pourra en reparler aussi si besoin, si on parle de la digestion, on a une échelle sur laquelle on aime bien se reposer qui s'appelle l'échelle de Bristol et qui permet justement de mesurer un petit peu la qualité des selles et qui nous permet aussi de déterminer déjà comment se passe la digestion. Si on a des selles absolument parfaites, eh bien, ça va. On n'a pas forcément à se préoccuper. On va quand même vérifier parce qu'on aime bien avoir tous les tenants et les aboutissants de la digestion. Mais déjà, c'est pas mal. Quand on se demande comment ça va, à la base, on parle du transit, c'est-à-dire que ça vient de comment ça va-t-il? Comment va ton transit? Parce qu'on savait, il y avait cette intelligence populaire déjà, qui faisait le lien entre la santé et le transit. Et si le transit va, c'est que la santé va et c'est qu'on va bien. Donc quand on se dit comment ça va, on n'y pense plus maintenant, mais à la base, ça vient de comment va ton transit. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est important aussi pour nous justement d'aller checker toute cette digestion. Alors, il y a un autre type de fatigue. J'espère que si je crois qu'après, il m'en reste une ou deux, on va peut-être un petit peu dépasser. Je vais pas pouvoir dépasser trop longtemps. Mais bon, voilà, on va essayer d'être hyper efficace. Un autre type de fatigue qui peut revenir aussi très souvent, qui va être lié aux variations glycémiques. Et ça, c'est une fatigue qui survient plutôt en fin de matinée ou dans l'après-midi. Alors,
Cette fatigue, elle va être liée au fait qu'on intègre des aliments sucrés et notamment le matin. Ce qui va générer un phénomène d'hyperglycémie. C'est-à-dire qu'on va avoir du glucose dans le sang, on va avoir beaucoup de glucose dans le sang, donc hyperglycémie. Et comme le corps n'aime pas les extrêmes, et pour éviter d'avoir trop de glucose dans le sang, parce que c'est quand même assez problématique, il va demander au pancréas de sécréter de l'insuline. L'insuline, c'est une hormone justement qui est sécrétée par le pancréas et qui va venir se fixer sur des récepteurs de nos cellules, un petit peu comme une clé dans une serrure, afin de faire entrer le glucose dans la cellule pour qu'il soit utilisé comme énergie ou bien pour qu'il soit stocké en réserve énergétique en tant que graisse. Mais quand on a une hyperglycémie, le pancréas il va réagir un petit peu en s'affolant. Il va sécréter beaucoup, beaucoup d'insuline jusqu'à générer ce qu'on appelle une hypoglycémie réactionnelle. Vous voyez là sur ce petit schéma, si on prend un petit déjeuner plutôt sucré, donc on va générer une hyperglycémie, le pancréas s'affole, il sécrète de l'insuline et là, bam, on tombe dans l'excès inverse. On va tomber plutôt dans l'hypoglycémie. Donc c'est l'hypoglycémie réactionnelle. C'est ce qui fait qu'à ce moment-là, on va se sentir fatigué, on va avoir des fringales que même la volonté ne parvient pas à faire taire et c'est normal, il n'y a pas à culpabiliser par rapport à ça, il faut juste régler les choses en amont. Et là, à ce moment-là, on va se ruer sur des aliments sucrés ou des aliments simples à préparer, du pain avec du fromage ou avec du pâté ou des gâteaux apéro ou des gâteaux tout court. Bref, tout ce qu'on aimerait éviter plutôt. Voilà. Alors là, c'est pareil, il y a plusieurs pistes d'amélioration. Encore une fois, on va parler de la chrononutrition, évidemment, puisque en mangeant un petit déjeuner protéiné, on va éviter cette hyperglycémie et on va pouvoir créer une courbe beaucoup plus lisse. Quand on crée une courbe qui est beaucoup plus lisse, eh bien justement, ça permet d'avoir quelque chose de beaucoup plus équilibré et on ne passe pas d'un extrême à l'autre. On reste plutôt dans quelque chose d'équilibré. On peut aussi avoir une alimentation à index glycémique bas ou modéré. Alors j'ai mis CG pour charge glycémique. C'est un petit peu plus précis que l'index glycémique, mais bref, peu importe. On va essayer de faire attention justement au type d'aliments qu'on peut qu'on va ingérer. Avoir un bon statut en chrome, parce que quand on a un déficit en chrome, eh bien, le cerveau et les cellules musculaires reçoivent moins de glucose en raison d'une diminution de l'efficacité de l'insuline, donc on va avoir une baisse d'énergie. Et puis, on va faire attention aussi à notre cortisol, parce que quand notre cortisol est raplapla, parce que justement, on a franchi la limite du stress chronique qui fait qu'à un moment donné, on s'est épuisé et on a le cortisol complètement dans les chaussettes, et bien à ce moment-là, la glycémie va aussi chuter, ce qui va priver le cerveau et les muscles d'énergie et on va ressentir de la fatigue. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on retrouve assez souvent. Et puis donc, pour revenir aussi à ce stress, alors vous voyez que c'est un schéma qui est très, très, très schématique pour le coup, mais voilà, qui a le mérite de montrer quand même les différentes phases de stress, où on va avoir donc une phase d'alarme où va rentrer en jeu l'adrénaline qui va nous permettre de réagir vite, de réagir tout de suite. Et normalement, l'état de repos doit survenir juste après. Quand on se fait courser par un prédateur, eh bien, à partir du moment où on arrive à y échapper, le repos arrive et ça nous permet de nous régénérer. Sauf que quand le prédateur continue de nous courir après, comme, je sais pas moi, la pression qu'on se met au travail ou le patron ou peu importe, eh bien, on va passer de la phase d'alarme à la phase d'adaptation. Donc là, on va commencer à sécréter du cortisol pour réagir plus vite, pour être un petit peu au taquet. Alors là, dans ces moments-là, on pense vite, on agit vite, on est en alerte. Et puis, on va pouvoir rester comme ça pendant des mois et des mois jusqu'à arriver à la phase d'épuisement. Et ça, c'est quand la phase d'adaptation dure trop longtemps. C'est les premiers signes de fatigue surrénalienne et surrénale qui sont ces glandes qui vont sécréter le cortisol. Et là, à ce moment-là, on peut avoir une baisse de morale, une baisse de motivation, on va se sentir plus irritable, plus déprimé, on se sent de moins en moins capable de gérer les différents stress. Et puis alors, quand on continue malgré tout, là, on va avoir ce qu'on appelle le burn-in et le burn-out. Le burn-out, c'est l'effondrement total des surrénales. On va avoir un arrêt de production du cortisol. Là, on est épuisé dès le matin. C'est vraiment quelque chose. Alors, le burn-out, on l'entend beaucoup dans la parole courante.
J'arrive plus à parler. Bah, ça y est, c'est l'heure de la fin du live. Donc là, je vais commencer à parler n'importe comment. J'espère que vous me comprenez quand même, mais c'est quelque chose qu'on entend beaucoup dans le langage courant. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Pourtant, c'est quelque chose qui doit être diagnostiqué par le médecin. Et tout le monde ne fait pas un burn-out. Quand on est en burn-out, il y a vraiment un effondrement qui fait qu'on n'arrive plus à se lever de son lit. C'est d'ailleurs très rare de voir des personnes tout de suite après un burn-out au cabinet. Parce qu'en fait, il y a vraiment un épuisement, mais total. Et dès le matin, il y a une intolérance, mais presque allergique au stress et à l'effort. C'est quelque chose qui est impossible à envisager pour la personne à ce moment-là. Évidemment, il y a de la déprime associée, pas mal la possibilité de se concentrer, il y a beaucoup de brouillard mental, etc. La sensation d'être à fleur de peau et tout ça. C'est très, très, très long à réparer. L'idée, justement, c'est d'agir en prévention et ce qui va être intéressant, là, c'est de mettre en place des techniques qui vont permettre de mieux gérer l'énergie et de mieux gérer aussi, justement, cette régénération. Donc, on va faire attention à l'hygiène de vie de la personne. On peut aussi proposer des choses, typiquement le magnésium. Alors là, c'est pareil, hein, j'aime pas proposer un truc pour tout le monde, mais c'est vrai que dès qu'on rentre dans le stress chronique, on a tendance à perdre énormément de magnésium et souvent quand même, le magnésium permet d'améliorer les choses. Alors pas forcément n'importe quel type de magnésium, mais il y a des formes qui sont très bien faites et qui permettent justement de revitaliser et de permettre de retrouver un petit peu d'énergie. L'idée, c'est de toute façon de réussir à gérer le mental et à gérer le quotidien de manière à ne plus subir ce stress-là. Donc, si j'avais un conseil à donner, c'est déjà d'identifier dans quelle phase on est. Et c'est ce qui va permettre de mettre en place dans le quotidien des changements pour baisser la charge mentale, pour mieux gérer le stress, comme la cohérence cardiaque, par exemple, dont on a parlé, avec notamment une expiration un petit peu plus longue, pourquoi pas, hein, ce qui va favoriser tous ces systèmes de réparation. J'ai parlé du magnésium, on peut aussi parler de la méditation, relaxation guidée, juste d'accepter de prendre des temps de repos déjà, de faire attention à tout ce qui est toxique pour soi, tout ce qui n'est pas bon pour soi, savoir dire non aussi, par exemple, ça va être hyper important aussi pour tout ça, voir comment on se met la pression ou pas. Zach nous demande comment sortir le burn-out venir. Alors, c'est intéressant ta question, Zach. En fait, très souvent, on ne le sent pas. Alors, on sent qu'il y a un inconfort, on sent qu'on est dans la lutte, on sent que c'est dur, on sent qu'il y a beaucoup de surmenage et on se dit: «Mon Dieu, comment tout va rentrer, dans la journée?» Donc on sent ce surmenage-là, mais on sent qu'on peut pas lâcher. Par contre, c'est l'entourage qui va plutôt donner l'alerte et dire: «Attends, si tu continues comme ça va pas le faire». Mais à ce moment-là, quand on est proche du burn-out, on n'entend pas. On n'entend pas parce qu'on est dans le «il faut», «je dois» et du coup, on n'entend pas et justement, c'est ce qui peut favoriser le burn-out aussi. Donc, j'ai envie de dire, je pense que le meilleur indice, parce que c'est difficile de s'écouter quand on est en pré-burnout, le meilleur indice finalement, pour une fois, j'ai pas souvent tendance à dire ça, mais pour une fois, il vient des autres. Et c'est vraiment quand l'entourage commence à s'affoler, ou alors là, attends, je te trouve quand même fatiguée depuis pas mal de temps, je trouve que tu tires un peu trop sur la corde. Et là, tu réponds, non, non, t'inquiète, je gère. Mais en fait, non. Surtout si au fond de toi, tu te sens épuisé, fatigué, etc. Tu sens que voilà, tu es en surmenage, tu es en hyper-activité très souvent. Ou alors que tu vas au boulot le matin en étant, en perdant cet enthousiasme-là, en disant: «Waouh, c'est beaucoup de contraintes». Le sac commence à devenir trop lourd là, un petit sac de pierre quand même, dans le dos et quand ça commence à devenir trop lourd. Mais très souvent, ouais, c'est quand l'entourage commence à s'exprimer par rapport à ça et là, c'est important de l'écouter parce qu'avant le burn-out, on a du mal à s'écouter, déjà. Ça fait déjà, des mois et des mois, voire des années qu'on est en stress chronique. Donc on n'a pas appris à s'écouter quand c'est comme ça. Donc souvent, ça vient des autres. Et si quelqu'un de votre entourage vous dit ça, faites attention, vraiment. Dites-vous: «OK, là, il faut que je me pose et que je réfléchisse à comment réorganiser mon quotidien». Parce que souvent, c'est vrai. C'est rare que, les personnes comme ça de l'entourage se trompent pour cette chose-là, en fait. Que dire d'autre aussi pour justement, aider, par rapport à ça? Alors c'est aussi de rester fixé un petit peu à notre quête de sens. On parlait du sens, hein, tout à l'heure, quand on disait voilà, une journée qui a du sens favorise un meilleur sommeil. Eh bien, c'est important de rester connecté au sens. Parce que le burn-out, en fait, on peut y courir pour 2 raisons.
Soit on est super enthousiaste par ce qu'on fait et du coup, on a plein de projets, on met plein de choses en place et des choses qui finissent par dépasser aussi les capacités d'adaptation de la personne. Tout va très, très, très vite et du coup, à un moment donné, il y a un épuisement qui se met en place. Alors, qui peut aller jusqu'au burn-out, mais en tout cas, il peut y avoir un épuisement qui se met en place par surmenage. Ça, c'est la première chose. Il y a une autre chose aussi qui peut être, c'est qu'il y a une perte de sens. Et on se sent obligé de faire des choses. On se sent obligé d'aller au travail, on a énormément de choses à faire en plus. Ça peut être avec toute la charge mentale associée, c'est-à-dire le travail, la gestion des enfants, de je ne sais quoi, de je ne sais quel projet, etc. Qui fait qu'on va s'épuiser. Mais encore plus s'il n'y a pas de sens. Parce qu'en fait, il n'y a rien qui nous nourrit dans les actions qu'on fait. Donc, voilà, l'épuisement peut venir peut-être plus vite ou en tout cas de manière beaucoup moins agréable. Je ne sais pas si l'épuisement peut être agréable, mais en tout cas dans l'activité, voilà, il y a quelque chose qui résonne pas quoi à ce moment-là. Alors, on va aussi faire attention, par exemple, à éviter les sports intensifs quand le corps est épuisé, parce que on va aussi le sport, en fait, le sport intensif, c'est un moyen d'agir comment dire, de, ah, de générer un stress physiologique, mais qui peut être sain. Mais justement, quand il y a du repos derrière, quand c'est dans un contexte où déjà il y a une base de stress qui est très très importante, là, ça peut faire basculer les choses et ça peut faire basculer dans l'épuisement. Donc, on va plutôt favoriser des sports doux parce que oui, l'activité physique va être hyper importante. Mais les sports intensifs, quand on est épuisé, on évite. Bon, l'alimentation, on en a déjà beaucoup parlé aussi par rapport à ça. Après, en termes de micronutrition ou d'outils phyto, il y a aussi plusieurs choses. Il va y avoir, par exemple, le plasma de Quinton, qui est hyper revitalisant, qui peut être très intéressant. Bon, le magnésium, on en a parlé. Les plantes adaptogènes, la rhodiola, par exemple, qu'on va utiliser avant le burn-out. Une fois que le burn-out est là, c'est trop tard. L'éleutérocoque, on est plutôt aussi dans la phase alarme résistance, quoi, par exemple. Et ça va être plus quand on va se préparer à un événement en particulier. Par contre, si on est dans l'épuisement, voire dans le burn-out, on va plutôt aller sur de la Gémeaux avec du cassis, par exemple, ou des choses comme ça. Si on est sur la phase d'épuisement, on va plutôt utiliser l'ashwagandha, par exemple. Jean-Michel nous dit stress et surtout des blessures. Oui, et l'un va alimenter l'autre, hein, d'ailleurs. C'est-à-dire, alors j'avais réalisé aussi une petite conf sur l'accompagnement du sportif et justement comment prévenir les blessures du sportif. Et on sait que le stress y est aussi pour quelque chose, complètement. Donc voilà pour cette petite partie-là. Je vous dis, ça y est, ça commence à partir en cacahuète. La dernière cause de fatigue dont je voulais parler avec vous, alors j'ai mis le déficit en fer, mais c'est assez ciblé. On peut partir du principe que des déficits en micronutriments, en règle générale, peuvent générer de la fatigue. Le déficit en fer, c'est quelque chose qu'on voit très souvent, mais le déficit en vitamine D aussi, le déficit en iode aussi, le déficit en magnésium aussi. En tout cas, voilà, je voulais un petit peu zoomer sur le fer parce que c'est aussi quelque chose qui est à prendre en compte. Alors là, c'est une fatigue qui peut survenir à plusieurs moments de la journée. Il n'y a pas trop de règles. Il y a quand même ce côté fatigue chronique, évidemment, mais ça peut être le matin, parce que, par exemple, le fer va empêcher le bon métabolisme des hormones thyroïdiennes parce qu'elles dépendent du fer. Mais ça peut être aussi, par exemple, le soir, au cours de la journée, puisque le fer, évidemment, va être essentiel à la formation de l'hémoglobine, donc qui est cette protéine qu'on va retrouver dans les globules rouges, qui va transporter l'oxygène des poumons vers les tissus de tout le corps. Et donc, quand le corps manque de fer, il peut avoir du mal à produire suffisamment d'hémoglobine, ce qui va entraîner une diminution du transport d'oxygène vers les cellules. Donc, le manque d'oxygène dans les cellules va entraîner évidemment une fatigue et une faiblesse généralisée, en fait. À ce moment-là, les muscles, tous les tissus finalement, ne vont pas recevoir suffisamment d'oxygène pour fonctionner efficacement. Et donc, on va se retrouver en fatigue constante. Alors, je vois des petits messages arriver. Zach nous dit bien manger de la bonne viande rouge et on est tranquille. Tout est une question d'équilibre, jamais en excès. L'une des meilleures viandes pour le faire, c'est le canard. Voilà, on n'en parle pas beaucoup, mais pourtant, elle est très appropriée pour ça. Vive les barbecues. Ouais, toujours avec les marinades, les barbecues, comme ça on s'évite les problèmes en lien avec ce type de cuisson qui n'est somme toute pas tout à fait recommandé en naturopathie.
C'est pas le foie. Oui, le foie. Alors, je parle de viande sans parler d'abats. Ouais, ouais, parce qu'on parle souvent viande rouge, une entrecôte ou des choses comme ça, de bœuf ou autre, mais le canard est la viande à proprement parler la plus intéressante pour le faire. Et ensuite, on a les abats, les boudins noirs aussi, évidemment, qui sont hyper intéressants pour la partie animale. Alors, on métabolise pas de la même manière le fer animal et le fer végétal. Le fer végétal, on devra toujours, toujours, toujours l'associer à des crudités ou à des aliments qui sont riches en vitamine C. Sinon, on ne peut pas le capter, en fait. Mais alors, c'est pareil, pour bien capter le fer, on a besoin aussi d'organes digestifs qui fonctionnent bien. Si on a un estomac qui est ralenti, malheureusement, on ne pourra pas bien assimiler le fer. Et Joséphine, bonjour Joséphine, tu arrives à la fumée des cierges, comme on dit, on est sur la fin, mais merci de ta présence. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi par rapport au fer? Ah oui, quand on est sur un déficit en fer sévère, ça peut générer une condition qu'on appelle l'anémie ferriprive. Et les symptômes de l'anémie ferriprive, eh bien, en dehors de la fatigue, ça va être la faiblesse, la pâleur, évidemment. Ça peut être aussi des étourdissements, des essoufflements. Alors des essoufflements qui peuvent être visibles dans le quotidien, mais aussi des grosses difficultés à récupérer après, par exemple, une petite infection ORL qui va générer des essoufflements assez impressionnants. On peut aussi parfois avoir des palpitations cardiaques, etc. Donc voilà, en gros, le petit topo sur le fer, je crois ne rien avoir oublié. Alors si, juste, quand on veut améliorer son taux de fer dans l'alimentation, il faut faire attention à ce qui vient priver, non, pas priver, à ce qui vient rentrer en compétition avec le fer, et notamment tout ce qui est astringent, donc les mucilages, le vin, le thé vert. On va éviter de le prendre lors d'un repas qui contient du fer. Si vous mangez votre foie plus du canard plus le boudin noir pour refaire votre stock, mais qu'à la fin du repas, vous prenez un bon thé vert, eh bien malheureusement, ça marchera moins bien. C'est valable aussi pour le vin rouge, qui a ce côté astringent, je ne sais plus si je l'ai cité, pour les produits laitiers aussi, qui peuvent rentrer en compétition avec l'assimilation du verre. Thé vert, non, c'est pas bon. L'œuf, oui, c'est bon. Alors, on peut aussi avoir des fatigues, d'autres types de fatigues liées par exemple à l'utilisation de certains médicaments, etc. Je pense notamment alors, qui peuvent être indispensables, hein. Je ne remets pas du tout en cause ça. Je parle juste que ça peut être un effet lié à l'utilisation de ce type de substance. Je pense notamment aux statines, qui sont des molécules qui peuvent bloquer la synthèse d'un élément qui s'appelle la coenzyme Q10. Or, en cas de carence en coenzyme Q10, eh bien, encore une fois, nos mitochondries ne peuvent pas produire suffisamment d'énergie qui est justement l'énergie dont on a besoin pour fonctionner. Donc, on peut avoir aussi comme ça des effets secondaires sur certains médicaments. Zach nous dit non de les mélanger pendant un repas. Ah, mélanger l'œuf avec le thé vert. Eh bien, en fait, quand tu manges en associant du thé vert ou des mucilages ou du vin rouge, tout ce qui est astringent, il y a des choses qu'on assimilera moins bien. Et en dehors de toute contrainte liée au fer, on peut les associer, évidemment. L'œuf du matin avec les mouillettes au tartare d'algues, graines germées et thé vert, pourquoi pas. Voilà. Bon, j'espère en tout cas, ces petites dernières, je crois que je vous avais mis en clé les résumés. J'espère en tout cas que voilà, ce live d'aujourd'hui vous a permis de voir un peu l'éventail des pistes qu'on peut avoir pour accompagner les personnes qui se sentent fatiguées ou pour nous accompagner nous-mêmes aussi de mieux comprendre tout ce qui se joue. Vous voyez qu'on n'a pas une baguette magique, on n'a pas un remède pour la fatigue. Le fait de donner, de proposer des multivitamines, comme je vous ai dit tout à l'heure, de la spiruline, enfin je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais il me semble, ou des plantes pour le sommeil, ou des plantes revitalisantes, sans aller chercher ce qui se cache derrière, et bien à ce moment-là, on peut passer à côté de quelque chose de beaucoup plus important. Donc on va garder en tête toutes ces notions d'hygiène de vie en lien avec un bon sommeil, en lien avec une bonne alimentation, avec un statut micronutritionnel optimal, avec notre technique favorite qui est la gestion du mental. Et puis on va aller rechercher tout ce qui peut venir déséquilibrer cette vitalité, notamment avec le système glandulaire, le système nerveux, le système immunitaire, le système digestif
et cetera. Et puis ensuite, on va aussi pouvoir proposer nos techniques secondaires avec l'utilisation d'outils phyto, avec les plantes adaptogènes, avec des plantes décontractantes, avec des plantes qui peuvent favoriser le sommeil, pourquoi pas. Mais quand on est allé chercher tout ce qu'on avait besoin d'aller chercher, les fleurs de bac aussi qui peuvent être très intéressantes pour revitaliser ou bien pour favoriser le sommeil. Bon, les massages et les automassages, bah, alors ça c'est super, c'est que du bonheur. La réflexologie aussi, ceux qui ont déjà réalisé de la réflexologie, sans doute, enfin, vous pouvez peut-être me dire comment vous l'avez vécu, mais très souvent on a un super sommeil après une séance de réflexologie. Aurélie, suivant actuellement la formation de naturopathe, est-il possible de retrouver les diapos? Alors, de toute façon, il y aura le replay avec les diapos, associés, mais je pense qu'on pourra en parler. Voilà, et vous retrouverez ah, c'est marrant, les logos, se chevauchent du coup. Vous pourrez avoir vos diaporamas. Alors je pense que oui, tant que vous les gardez pour vous, voilà. Je pense que oui. Après, l'idée, en fait, sur les diapos, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ça reste très, très, très succinct. Sans l'oral, il manque quand même pas mal d'explications. C'est vraiment pour poser, synthétiser. Donc, n'hésitez pas à revisionner le replay pour les personnes intéressées. Si jamais vous avez justement, vous êtes confronté à ces demandes en séance, eh bien, n'hésitez pas à continuer aussi de vous former, à revisualiser ce live, etc., pour justement aussi avoir les bonnes habitudes. Vous pouvez vous faire des fiches comme un peu une carte mentale. Vous avez, par exemple, votre symptôme, fatigue, et vous mettez ensuite toutes les pistes que vous pouvez aller creuser et qui vous permettra justement d'avoir cette super approche pour accompagner au mieux vos consultants, pour pouvoir donner aussi des conseils qui soient pertinents et pour, à tout prix, éviter de tomber dans le piège du symptomatique. Voilà. En tout cas, vous savez que je reste aussi disponible pour répondre à vos questions. Vous pouvez m'envoyer un mail. En tout cas, pour les stagiaires qui sont chez Altermedic Center, évidemment, vous pouvez toujours m'envoyer un mail. Vous savez que je suis toujours disponible pour vous répondre. Et puis, on se retrouve le mois prochain ou peut-être après l'été. Je m'avance peut-être un petit peu trop vite, mais vous serez avisés sur la page Facebook du prochain live pour lequel vous pourrez participer au sondage et proposer vos propres idées. Et comme ça, on pourra balayer tout un tas de thèmes qui vous intéressent et qui nous intéressent. Voilà. Mais en tout cas, je vous souhaite une très belle fin d'après-midi. Et puis, bah, au plaisir de vous retrouver bientôt. Dormez bien et reposez-vous bien. À bientôt.